Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes le 4 avril 2026, il est 8 heures et nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Ahmed. Ahmed, bonjour. Bonjour Nour, il fallait dire on est ravis de vous retrouver. Oui, oui. Allez, je refais. Tu sais, on peut toujours refaire, même si on est en... Alors, nous sommes très ravis de vous retrouver en cette matinée et je me fais accompagner à grand plaisir d'Ahmed. Ahmed, bonjour. Bonjour Nour, Voilà, j'ai rectifié. يعطيك الصحة الله يبارك فيك، نهاركم مبروك. بصحة والهنا. Marhaba, ça va Ahmed? Ça se passe bien? Très bien, Alhamdulillah. Alors Ahmed, aujourd'hui, dans ta rubrique, tu vas nous emmener du côté de l'est du pays cette fois-ci. Un petit voyage dans le temps, hein. On va aller jusqu'au 15e siècle. Le 15e, la région de Ngaouz, donc on va faire une petite découverte, une petite pépite, Inch'Allah. Une petite pépite, Inch'Allah, une autre personnalité qui a marqué encore une fois l'histoire de notre pays. On va en parler dans un petit moment, Ahmed. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur la journée maghrébine du don du sang. Donc un événement justement a été organisé autour de cette thématique pour la sensibilisation, encore une fois, au don du sang. Et aussi, nous allons aller du côté de l'Institut algérien en France, là où il va y avoir une très très belle projection d'un beau parcours d'un architecte, qui a révolutionné d'ailleurs certains jardins dans le monde. Il s'agit de Kamel Ouafi. Voilà, et donc une projection de son parcours, de tous ses travaux, de sa vision très moderne des jardins, de l'urbanisme aussi. Donc se tiendra au niveau du centre culturel algérien. Nous allons revenir sur cet événement. Les étudiants également, tu sais Ahmed, on reçoit très souvent les étudiants dans notre émission. Ils sont actifs, ils sont bons. Ils nous impressionnent. Ils sont magnifiques. Voilà. On n'avait pas cette chance, hein, nous, à notre époque. On le faisait, mais un peu plus renfermé. Voilà, c'était plus à huis clos. Exactement. Voilà. Donc, il n'y avait pas cette chance de passer à la télévision, etc. Oui, c'est même les événements, c'était plus à huis clos qu'on faisait à l'intérieur de l'université, entre nous. Mais aujourd'hui, les étudiants sont un véritable relais entre les étudiants et le monde professionnel. Exactement. Et cette fois-ci, nous allons aller du côté de HEC, là où il va y avoir un événement, un forum qui réunit justement les étudiants, les entrepreneurs et les chercheurs afin qu'il y ait un échange d'idées, un échange d'expériences et pourquoi pas un impact positif par rapport au choix de leur parcours par la suite. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. C'est un peu le rôle de l'université aussi. Exactement, et c'est le rôle de tout ce qui vient un peu décorer autour des cours, autour des TD, autour des TP. Il y a plein de choses à faire. Et l'université, bien sûr, c'est le cadre pour la formation. Plus que les études, il y a aussi la formation pour la vie. Et pour la vie, effectivement. Donc, c'est pas que le diplôme, mais vraiment être prêt finalement à affronter le monde après l'université. Nous terminerons l'émission en compagnie de notre amie Mina Zeri. Cette fois-ci, elle va s'intéresser à un moment très particulier de la journée. Qahwat al-Asr, ça te parle? Oh. Ça en dit long, hein, le oui, Ahmed, ça en dit long. C'est sacré, pratiquement. C'est sacré. Oui. Même quand on n'a pas faim, mais on l'attend quand même. Après les odeurs du thé, du café, de la menthe, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Et justement, donc Amina Zeri reviendra donc à ce moment très très particulier, très prisé donc de la journée. Je ne sais pas si ça existe toujours. Vous le faites toujours Qahwat al-Asr? Bien sûr. C'est une tradition, je pense. Hein. Toutes les familles algériennes continuent à le faire. C'est un des repas oui. programmés. Effectivement, c'est un repas à part entière. Exactement. À part entière. Et puis c'est un moment fédérateur. Hein. Exactement. On revient l'après-midi, on se voit. Et c'est au moment de l'Asr qu'on discute qu'est-ce qu'on fait au dîner. Effectivement. Et comment la journée s'est passée. Exactement. Voilà, c'est un débriefing de la journée. Et donc, elle recevra une passionnée justement de patrimoine et un musicien. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Et nous allons aller directement donc découvrir la personnalité que notre ami Ahmed nous propose pour cette journée. Et ce sera juste après ça. Et nous allons aller du côté de Batna au XVe siècle pour découvrir cette personnalité. Oui, il s'agit d'un Gaussi, donc bien sûr dans les écrits
de l'époque, donc ils écrivent Nqaoussi, donc il est connu, il est très connu parce que tout simplement il a été l'un des maîtres de Sidi Abdelrahman Ta'alibi. Donc en allant étudier, en commençant sa vie d'étudiant, on sait qu'il a résidé quelque chose comme 8-10 ans à Bougie et c'est là où il a rencontré plein de maîtres, il en a eu 5 ou 6. C'était les élèves du grand maître Sidi Abdelrahman Lourlissi et Sidi Ahmed Ben Driss. Donc, il n'a pas eu l'occasion de connaître ses grands maîtres, donc il a étudié chez leurs élèves. Donc, il y avait le Menglati, il y avait Ali ibn Moussa, il y avait plein de noms comme ça. Et il y avait Ahmed bin Abdelrahman Ngaoussi. Donc, on le voit, donc on a dans la Fahrasa de Sidi Abdelrahman Ta'alibi. Oui, qu'est-ce qu'on sait de lui? Il a été élève de Sidi Abdelrahman Lourlissi et de Sidi Ahmed Ben Driss. Et puis quoi? Il a été maître de Sidi Abdelrahman Ta'alibi, il a été aussi maître d'un certain Ibn Zorman, mais tout ça, ça reste un peu flou parce qu'il n'y a que des bribes comme ça, on n'a que quelques lumières sur sa grande vie, mais heureusement que lui, donc même s'il a été lésé par les biographes, ces manuscrits, ces 2 manuscrits sont restés, alhamdoulilah. Donc il a écrit un commentaire sur le Munfarija. الأنوار المنبلجة في بسط أسرار المنفرجة. المنفرجة, on en a parlé, je ne sais pas si tu te rappelles, on a parlé d'un certain Ibn Nahwi, على قلعة بن حماد. Son mausolée existe toujours. Donc, ضريحته Sidi Abdel Fadl, on dit dans la قلعة بن حماد, dans la région. Sidi Abdel Fadl bin Nahwi, il a laissé un poème. اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج وظلام الليل له سروج حتى يغشاه أبو السروج, etc. Il y a une quarantaine de vers. C'est l'un des poèmes qui a été très appris, récité jusqu'à présent. Donc il a été aussi très commenté. L'un des premiers commentaires, c'est le commentaire de Ngaoussi. Et là, on voit dans le texte, dans le commentaire, la puissance et la capacité de ce bonhomme, parce que donc en commentant, donc il va pas se contenter d'expliquer rien que les mots. Donc il y a l'explication grammairienne, je crois qu'on dit comme ça. Il y a l'éloquence. Donc il s'intéresse au arod, la métrique des vers, etc., etc. Donc et on trouve des copies partout. Donc là on voit. Donc là c'est l'une des copies manuscrites. C'est dans la calligraphie algérienne authentique. Donc, et puis il y a une deuxième copie, donc ça c'est le début. Et tu peux voir le nom un peu, peut-être Nour. Donc, الوارع الصالح الوارع المتفنن العالم العلامة أبو العباس أحمد بن الشيخ الفقيه الصالح الأعدل, je crois. Abi Zayd Abdelrahman Nqaoussi. Il ne faut pas oublier que le qaf, c'est un point. Oui. Donc on le voit une fois aussi. Là, c'est la fin, c'est la dernière page du manuscrit. Et là, on va avoir une très belle copie manuscrite dans le calligraphie Nasr. Ça veut dire que c'est une copie orientale. Ce qui veut dire que le travail a été copié, il a voyagé aussi. Donc il est parti, donc lui qui est décédé à Bougie, donc, mais son manuscrit s'est déplacé là. Oui. C'est une très belle copie. Donc on voit le début, je te dis Azmatu Tanfariji, et on voit l'explication. اشتداد التقوي من اشتداد القوي من التقوي من الشدة بالكسر وهو القوي وشيء شديد, etc., etc. Donc on ne sait pas si lui a voyagé ou c'est son manuscrit qui a voyagé. On est sûr que le manuscrit a voyagé. C'est sûr. C'est sûr parce qu'il est écrit dans une calligraphie qui n'est pas locale. Voilà. Donc on sait que le manuscrit a voyagé. Lui, Probablement il a voyagé parce que il est né à Ngaous, donc et puis il s'est déplacé à Bougie pour ses études parce que Bougie c'était le centre de rayonnement culturel à l'époque, c'était l'un des centres les plus importants parce que c'était un carrefour aussi. Et donc il s'est installé, il a connu les grands maîtres, il a étudié, puis il est resté. Il est resté comme maître lui aussi. Donc, et il a eu entre autres comme élève Sidi Abdelrahman Ta'alibi. Donc là on voit l'édition. L'édition, oui. Donc Anwar al-Mubarija fi Basti Asrar al-Mufarija, c'est une édition critique. Et puis il y a une autre édition aussi qui il a été. Et puis il a un deuxième manuscrit. Celui-là, il est plus, j'allais dire, plus technique parce qu'il s'intéresse à, il commente un poème. Celui-ci?
Non, ça Non, c'est c'est le toujours, même, c'est une autre c'est le même, c'est édition. une autre le même. édition. C'est une autre édition. Ça veut dire que du moment qu'il y a eu plusieurs éditions, ça veut dire que il est demandé. Quoique je ne l'ai pas croisé pour l'acheter. Je l'ai raté. Probablement pour le prochain SILA. Je ne sais pas comment j'ai pu le rater parce que normalement je ne rate pas ce genre de pépite. Allah ghalib, donc j'ai dû. Peut-être que j'étais en voyage ou quelque chose comme ça. Donc probablement, oui. Et puis le deuxième travail, c'est Sharh al-Khazrajiyya لأبي العباس بن عبد الرحمن النقاوسي كتاب في علم العروض والقوافي. Donc c'est un livre qu'il a consacré à la métrique de la poésie. Donc il explique c'est quoi l'Aroud, donc le Buhur, Sitata Ashar, et puis tout ce qui vient avec les règles donc, et les exceptions, etc., etc. Et puis il s'intéresse aussi à l'Qawafi, donc c'est la terminaison des vers. Donc il est plus technique. Ça nous. Bien sûr, ceci est relié au premier, parce que le premier, la forme est aussi poétique. Le Munfarija est sous forme de poème. Donc là, on voit la spécialité. Donc il a ce qu'il maîtrisait, ce qu'il a appris, ce qu'il enseignait probablement du moment qu'il a fait ce commentaire. Ça veut dire qu'il a enseigné. L'un de ses élèves a dû lui demander de rédiger ce qu'il leur avait enseigné. Et puis, donc, il a appliqué dans l'explication et le commentaire de la Qasidat al-Munfarija. Là, on a un petit aperçu un peu sur la vie culturelle, la vie étudiantine, la vie universitaire qu'il y avait à Bougie, parce qu'il reste très peu de choses de Bougie. Donc, on a les travaux de Ngaoussi, on a un travail de Sidi Abdelrahman al-Ourlissi, puis peu, donc de tout ce qui a été édité, donc on ne connaît pas vraiment Bougie. On sait que quand on lit Unwan Diraya, on a presque 150 biographies, donc 150 alim et alima, parce qu'il y avait aussi des femmes. Donc il y a une description quand Abdullah Sharif Tilimsani dit qu'à Bougie, il y avait, je ne sais pas, 70 ou peut-être 90 filles qui connaissaient le Moudawana par cœur. Donc le Moudawana, ce n'est pas quelque chose de très simple, donc c'est des volumes, donc elles maîtrisaient tout ça. Ça, c'est des filles, c'est des femmes qui ne sont pas censées arriver à ce niveau. Donc bien sûr, elles étudiaient, on sait qu'elles apprenaient le Coran, mais de là à étudier le Moudawana, mais on est impressionné. Mais ce qui reste de Bougie, parce que c'est l'une des premières villes à tomber, donc déjà au début du XVIe siècle, c'est une ville qui a été occupée par les Espagnols. Les Espagnols, ils ne sont pas allés de main morte. Hein. C'est l'Inquisition, donc ils l'ont bien appliqué chez Jiménez, etc. Donc ils ont tout brûlé, ils ont tout... Mais ce qui reste quand même donne un peu une image de ce qu'il y avait, de tout le rayonnement. Qui a été sauvé. Exactement, mais ça donne une belle image d'une vie intellectuelle qui était très active. Prospère. Exactement, dans toute l'Algérie. Donc voilà un peu ce que peut nous inspirer Ngaoussi à travers ses travaux, à travers sa vie. Donc on connaît peu de choses de lui, mais il a quand même laissé son empreinte, il a quand même laissé... Ce sont tes deux titres que tu as trouvés finalement? Exactement, c'est ce qu'il y a. Pour le moment, c'est ce que j'ai trouvé. Certainement, j'imagine qu'il a dû laisser des travaux. Oui, probablement. Probablement, mais bon, ce qui nous reste. Mais, comme on dirait... donc vraiment il a laissé un clou dans le mur et il a écrit d'une trace indélébile un peu l'histoire intellectuelle et culturelle de Bougie et de toute la région, parce que de Ngaous on connaît au Moyen-Âge il y a 4 ou 5 noms qui prennent ce nom, qui figurent, donc des Ngaoussi. Mais par la suite, la ville disparaît. Donc, on la retrouve rien qu'à la fin du 19e, début du 20e siècle, on a encore des noms. Mais sinon, donc, entre les deux périodes, on n'a pas grand-chose. On a aussi d'autres noms. On a des Mtiji, on a aussi 4 ou 5. Mtija, c'était à un certain moment une ville qui a disparu par la suite. Donc, on voit là que vraiment la vie intellectuelle était vraiment très active. Il n'y a pas que les grands pôles qu'on connaît, Tlemcen, Constantine, Alger, Bougie, Oran, peut-être, où il y avait le
Zaham, comme on dirait en arabe. Mais il y avait d'autres villes qui étaient très actives. Et de temps en temps, on a des pics de dirac comme ça qui sortent et qui nous montrent un peu, qui jettent un peu de lumière sur la vie intellectuelle de l'époque. Et comme tu le dis si bien à chaque fois aussi, Ahmed, c'est que si une période particulière, on a l'impression que c'est creux, qu'il n'y a rien du tout, mais certainement il doit y avoir, il y a quelque chose, certainement, parce qu'il y a une continuité, hein, finalement. Si on prend finalement n'importe quelle spécialité du 14e, 15e, on va trouver une continuité au 19e. Donc certainement, s'il y a un vide, un gap, c'est qu'il y a quelque chose, il suffit juste de fouiner encore pour pouvoir trouver. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Ahmed, encore une fois, de pouvoir trouver. Alors à chaque fois, je me dis, Ahmed, comment il fait pour trouver toutes ces personnes qui ont marqué quand même notre histoire, hein, avec ça, Ahmed. Merci beaucoup. On se retrouve samedi prochain. Inch'Allah, des événements à venir. Il y a le 16 avril. Donc, le 16 avril, oui. Exactement, c'est un événement très important. J'imagine qu'il va y avoir beaucoup d'activités à l'occasion. Et c'est bien. Donc, certainement, d'ailleurs, les étudiants qu'on va recevoir aujourd'hui, leur événement coïncide avec le 16 avril, Inch'Allah. En tout cas, merci. Ahmed, très bonne semaine et on se retrouve samedi prochain. Inch'Allah. Et on continue. Cette fois-ci, nous allons aller à Constantine pour découvrir donc la vieille mosquée de cette magnifique ville et on se retrouve juste après. Construite au XIe siècle, la grande mosquée de Constantine figure parmi les plus anciens édifices religieux d'Algérie qui témoignent de l'histoire prestigieuse de cette ville antique. Constantine est une ville où les mosquées ont toujours occupé une place de choix. En plus d'être un lieu de prière, ce lieu de culte assure l'enseignement du fiqh et du hadith. L'apprentissage du Coran aux enfants, mais aussi des cours, des conférences et des rencontres qui participent à l'éveil des consciences. Érigée sur les vestiges d'anciens termes romains, la mosquée illustre le passage des civilisations et l'évolution de l'architecture islamique au fil des siècles. Une inscription gravée sur bois remonte à l'an 455 de l'Hégire, qui correspond à 1062 à l'époque hamadite. C'est le plus ancien repère historique attestant de l'ancienneté du monument. Le lieu fut aussi un centre d'enseignement majeur formant des générations de savants et d'exégètes. Malgré d'importantes restaurations, il a conservé son cachet historique. Un changement radical est intervenu durant la période coloniale lorsque l'administration française a ouvert une nouvelle route. Le tracé a amputé près de la moitié de la structure initiale, y compris son minaret. Aujourd'hui encore, ce lieu cultuel et culturel demeure profondément ancré dans la mémoire collective, particulièrement durant le mois sacré de Ramadan et durant les fêtes religieuses. Plus qu'un monument, il reste un témoin vivant de l'âme de Constantine, un lieu où l'histoire, la foi et l'identité continuent de se rencontrer. Place à la solidarité à présent, nous allons parler du don du sang puisque le 30 mars dernier a coïncidé avec la journée maghrébine du don du sang et l'Agence nationale du sang fait un travail colossal justement pour pouvoir récolter un maximum, comme on l'appelle si bien, hein, le pétrole rouge, afin d'arriver ou afin de répondre aux besoins des malades. Nous en parlons ce matin en compagnie de notre invité, Ahlam Chellouf. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, merci, ravie d'être parmi vous et je vous remercie pour cet espace dédié à cette noble cause qui est le don de sang. Marhaba bik. Alors vous êtes docteur pharmacienne et vous êtes représentant donc de l'Agence nationale du don du sang. On va revenir sur cet événement qui a coïncidé avec le 30 mars, donc la journée maghrébine du don du sang. Parlons un petit peu de cette journée. Donc ça a été un travail en collaboration avec plusieurs entités, plusieurs directions publiques afin de pouvoir encourager les gens à donner leur sang, n'est-ce pas? Effectivement, à l'occasion de la journée maghrébine du don de sang le 30 mars 2026, qui est un événement sous le parrainage de Monsieur le ministre de la Santé, l'Agence nationale du sang pour cette 21e édition a retenu le slogan Donnez votre sang, un engagement humanitaire et une responsabilité partagée. À travers ce slogan, il s'agit de réaffirmer que le don de sang est plus qu'un simple acte médical, c'est un acte de solidarité profonde, de responsabilité collective et ce message vise également à
à rendre un hommage vibrant à nos héros qui sont les donneurs de sang et de traduire les valeurs de solidarité, de fraternité et d'entraide de la société algérienne, justement, en un geste concret qui vise à sauver des vies. Voilà, alors ça s'est passé le 30 mars, mais sinon c'est un travail qui se fait tout au long de l'année. Il faut le rappeler, donc les malades parfois n'attendent pas. Donc nous avons besoin de cette collecte tout au long de l'année, mais la journée du 30, ça s'est fait en collaboration avec plusieurs directions, n'est-ce pas? Exactement. Dans ce cadre, l'Agence nationale du sang a organisé une série de manifestations avec ses partenaires à travers le territoire national, notamment avec le ministère des Affaires religieuses et des Waqf, ainsi que Jama al-Jazair. Et le lancement, c'était marqué par le lancement de la première campagne de collecte du sang avec la Direction générale de la Sûreté nationale qui s'est déroulée du 30 mars au 1er avril. Également la mobilisation avec plusieurs partenaires publics et privés. Qu'en est-il aujourd'hui de la collecte? Est-ce qu'on arrive à répondre quand même aux besoins des hôpitaux? En se basant sur le bilan de l'année 2025, donc les chiffres y sont encourageants. On a eu 882 125 candidats qui nous a permis de collecter 741 708 poches de sang. Donc c'est un chiffre quand même qui représente une évolution de 2,8% par rapport à l'année 2024. Excusez-moi, l'évolution elle est de combien? L'évolution elle est de 2,8% par rapport à l'année 2024. Par contre, les dons de compensation, on est toujours dépendant aux dons de... Qu'est-ce que vous appelez les dons de compensation? Ça veut dire c'est des dons qui sont soit à partir de la famille du donneur ou des connaissances, plutôt du patient ou des connaissances du patient. Vis-à-vis 54% des dons bénévoles. Donc on a 54% des dons bénévoles et 46% des dons de compensation. Et justement, c'est notre objectif de briser cette dépendance aux dons de compensation à travers, bien sûr, ces journées et tout au long de l'année. Alors justement, c'est un travail de sensibilisation colossal qui doit se faire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se fait justement pour encourager tous ces bénévoles à aller vers les centres de dons du sang? Justement, l'Agence nationale du sang, dans le cadre de ses missions, essaie toujours de sensibiliser le maximum des donneurs pour aller aux sites de collecte fixes et mobiles. Par rapport au site de collecte mobile, je fais un appel à l'ensemble de la population pour visiter le site de l'ANS qui est www.ans.dz. Et là, ils vont trouver... Vous pouvez répéter, comme ça on va rappeler. www.ans.dz. ANS, voilà. Et donc, ils vont trouver tout un programme des sites de collecte mobile à travers le territoire national. Voilà. Et cette occasion, elle nous permet justement de lancer encore une sensibilisation à l'ensemble de la population sur l'importance cruciale du don de sang et renforcer la culture du don de sang au territoire national, vu l'importance exactement de ce geste noble pour un approvisionnement sûr, durable et suffisant qui va répondre aux besoins des structures de soins, sachant que cette matière biologique, au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun substituant thérapeutique qui pourra remplacer le sang. Effectivement, alors on va peut-être rappeler encore une fois les conditions par rapport aux donneurs, donc par rapport à l'âge, par rapport à la disponibilité, par rapport au bilan santé qu'il faut faire, donc pour encourager encore une fois, sensibiliser, informer encore une fois des conditions de don du sang. Exactement, il est rappelé que toute personne souhaitant faire un don de sang, il doit être en bonne santé. Il doit avoir un poids qui dépasse 50 kg, donc égal ou supérieur à 50 kg.
et il doit bien s'hydrater avant le don et éviter plutôt des repas qui sont riches en matières grasses surtout. Donc, avant le don. le don, bien sûr, oui. Donc, et n'oublions pas qu'aujourd'hui, on peut être des donneurs, mais demain, on pourra être des receveurs. C'est pourquoi il est très important donc de savoir l'importance de ce geste noble et de se rapprocher du moment qu'il y a ces conditions sur le donneur. Il est important de se rapprocher au site de collecte fixe ou mobile pour justement faire un don de sang. Alors, on rappelle aussi que c'est intéressant pour les donneurs parce qu'on bénéficie quand même d'un bilan santé, même si on n'a pas toujours les bons réflexes de le faire très souvent. Donc là, ça va être d'une pierre deux coups. Donc, pourquoi pas aller vers un don et aussi bénéficier de ce bilan santé. Exactement. Donc, si on parle de ça, ça veut dire que le premier bénéficiaire, c'est le donneur. Car en se rapprochant à faire un don de sang, il va se bénéficier d'une consultation d'abord. Et après, il y aura une analyse sérologique de cette poche de sang et qui pourra révéler sur des maladies infectieuses. Parfois, le patient il ignore son existence. Donc là, on pourra savoir vraiment que le don de sang n'est pas seulement pour le receveur, mais également pour le donneur. Pour le donneur également, et donc il sera réorienté si jamais il y a quelque chose comme ça qui est détecté. Bien sûr, oui. Donc il y a toujours une réorientation. Revenons encore une fois aux besoins donc, de l'Agence nationale du sang en matière de sang. Alors bien sûr, le sang n'est pas toujours... comment dire, c'est-à-dire on ne peut pas toujours le sauvegarder. C'est pour ça qu'il faut aller très souvent et tout au long de l'année. Alors expliquez-nous un petit peu les conditions justement de conditionnement ou de préservation ou de cette matière. Tout à fait, et c'est ce qui fait que cette matière biologique, elle est rare exactement, du moment que on pourra collecter un chiffre qui est important, mais malheureusement, la conservation et la durée de vie de ces produits, elle est un petit peu spéciale par rapport aux autres produits. Donc, si on prend l'exemple des CGR, du concentré globulaire rouge, donc la conservation de ce produit, elle ne dépasse pas 42 jours. Vis-à-vis les plaquettes qui sont 5 jours et le plasma qui est également une durée qui est restreinte. Donc c'est pourquoi l'Agence nationale du sang elle est en train de faire une stratégie pour justement avoir un réserve de cette matière qui pourra répondre aux besoins des structures de soins. Alors c'est une agence nationale, donc finalement c'est les 4 coins du pays qui reçoivent les donneurs. Donc c'est là où on va, dans n'importe quelle région, n'importe quelle wilaya, on va trouver un centre où on peut justement s'entretenir déjà, s'informer et pourquoi pas par la suite finir par donner son sang. Exactement, exactement. Donc c'est au niveau du territoire national. Je relance l'appel pour visiter le site de l'Agence nationale du sang, là où on pourra trouver tout le programme du territoire national. Mais sinon, pour ce qui est des centres mobiles, parce que les centres fixes, on les connaît, mais pour ce qui est des centres mobiles, donc c'est comment la programmation qui se fait? Est-ce que c'est périodique? Est-ce qu'on doit toujours s'informer au niveau donc, de votre agence, de votre site web, des réseaux sociaux, où il y a quand même des périodes comme ça qui sont connues? Donc pour les sites fixes, il y a 270 sites fixes. En ce qui concerne les sites mobiles, oui, il y a toujours des collectes, il y a toujours un programme. C'est vrai que ces occasions nous permettra de encore renforcer ces collectes, mais on trouvera toujours au niveau un programme qui est riche au niveau du site de l'ANS. Très bien. Alors, donc, appel lancé, encore une fois.
Oui, je relance encore un appel à cette occasion à l'ensemble de la société à se mobiliser justement pour donner de leur sang. Et n'oublions pas justement qu'aujourd'hui on peut être des donneurs, mais demain on pourra être un receveur. Effectivement, nul n'est à l'abri. En tout cas, merci beaucoup, Merci à vous. Ahlam Chellouf. Je rappelle, vous êtes docteur en pharmacie et vous êtes aussi représentante de l'Agence nationale du don du sang. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. Merci. Merci beaucoup, très belle continuation à vous. Et on continue, cette fois-ci, nous allons à la découverte du lac Dahia. Et c'est Faria Al-Hamdi qui nous fait cette visite à travers ce reportage. On se retrouve juste après. Alors que les vacances de printemps battent leur plein, une tradition indémodable reprend possession des parcs. Entre quête de simplicité et désir de reconnexion avec la nature, le déjeuner sur l'herbe s'impose comme l'activité phare de la saison. احنا d'origine من مربوريج on habite à Alger donc باه جينا لهذه المنطقه احنا ما نعرفوهاش عندنا مناطق جهه سطيف وجهه البرج وجهه الاخر معروفين الله يبارك كيما نقولوا الابناء تاعي شافوها في الفيسبوك دونك قال لك لازم نروحوا ونعقبوا اون جورني مالغري كان الجو شويه الاخر خفنا مي كي جينا هنا لقينا امبيونس اخرى. عجبني بزاف، انا ما كنتش عارفه باللي كان هذا حتى جيت اليوم اول مره نجي. اول خطره نجو كنا نشوفوها غير في التليفون، عجبتنا بلاصه هيا ديسيدينا احنا اصحاب ديسيدينا نجو تفاهمنا درنا نهار هيا حطينا شويه جينا لهنا حابين نشوفوا نعيشوا لومبيونس هذه وبلاصه كي جينا ليها عجبتنا ان شاء الله ما تكونش التاليه. صح كي جينا اون جروب هكا تلايمنا وشغل هذه هي لومبيونس تاعنا كي جينا الصباح ثاني بكري قبل الغاشي. اليوم نهار شباب الطقس راهو شباب ثاني ملي هذا كي جينا كجماعه باش تكون جروب هكا باش تكون شغل محبه بيناتنا تقعد دائما شغل متفاهمين هكا بيناتنا وجبنا معنا الماكله جينا اصحاب هكا وهكا خطره على خطره هكا منين ذاك نجوا لهنا منين ذاك طلعوا شريعه منين ذاك نهبطوا للبحر كل خطره هكا واش نديروا. Niché à plus de 1200 mètres d'altitude, au sommet du mont Mosaïa, le lac Dahia n'est pas seulement le point d'eau le plus élevé d'Algérie. C'est un sanctuaire naturel où le temps semble s'être arrêté. Le lac est entouré d'une forêt dense de chênes verts et de cèdres de l'Atlas. C'est une zone humide importante. هي شوفي عندنا بريودا كنا نبروغراميو تلفت لنا وين نروحوا طلعنا شريعه كانت شويه البرد منا ما جيناش لهنا خرجوا لنا شويه لي فيديو في تيك توك كنا ولا غنجوا ليهم انا جينا كيما راكم تشوفوا لا بلاصه ما شاء الله. كاين الحمص كالوف مركز هذه هي حنا كاع الكويزيني كاع نطيبوا كاع نتعاونوا. بلاصه شابه بزاف سي لا دوزيام فوا اللي نجوا ليها هنايا كالم كاينه وين دراري وين يلعبوا صبنا راحتنا بزاف هنايا سي بور سا نجو ليها. لا والله ما شاء الله عجبتنا بلاصه ضايا هادي ولا بروميير فون نجو ليها فريمون شابه مام عجبتنا البلاصه هنا البحيره. Alors, si le ciel reste clément cette semaine, sortez le panier, trouvez votre coin de verdure et laissez-vous porter par la douceur printanière. Et voilà, donc de retour sur le plateau, c'était une belle balade et cette fois-ci nous allons aller du côté du HEC. Là on va rencontrer des étudiants qui font un travail colossal, un travail magnifique sur terrain, un véritable pont que ces étudiants essaient toujours de bâtir entre le monde estudiantin et le monde professionnel entrepreneurial, pourquoi pas. Et aujourd'hui nous allons en parler en compagnie de Sofia Eitraseali. Bonjour, ça va. Je l'ai bien dit. Très bien. J'ai rien. Non, Ah, rien. elle est baisse. Sophia, bonjour. Bonjour madame. Marhaba. Je Marhaba. m'appelle Norlouda. Marhaba, madame Norlouda. Ça va madame? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Bon, tu peux m'appeler Norlouda. D'accord. Voilà, pas de madame, souci. ça fait très cadre universitaire. C'est n'est-ce formel. pas? Voilà, c'est formel. Marhaba bik, Sophia. Marhaba bikoum Et كاع. parmi nous également Marwan Saadoud. Bonjour Marwan. Bonjour Norlouda, bonjour Comment ça nos va? téléspectateurs. Ça va, vous Voilà, allez bien? alors, Marwan, tu savais qu'on se rencontrait chaque samedi? Oui, Ah on bon? est des habitués, c'est bon. Ah bah oui. L'horaire, le créneau, voilà, Ah, on a bah, l'habitude. J'ai découvert que ce matin, d'ailleurs, Voilà. j'ai découvert qu'il passe chaque samedi sur notre Ouais. plateau. Je l'ai découverte aussi ce matin, mais
Voilà. Bienvenue chez Elle est nous. Je ne savais pas. Bienvenue Je chez ne savais pas. Elle est Très étonnée, même. Marhaba bikoum, en Yatik tout cas. Saha, merci beaucoup. D'abord, bravo pour tout ce que vous faites. Je vous Allah félicite. yassalmek, merci. Vraiment, on est toujours fiers de recevoir des étudiants qui font Merci un travail beaucoup, ouais, magnifique sur terrain. Alors, tous les deux, vous faites partie d'un club scientifique Exactement. donc au niveau de EHEC. Parlons d'abord du club avant de parler de vos événements. Ok. Qui veut prendre la parole? Je te laisse. D'accord. FITEC, c'est Très un galant, club. hein. Bien sûr, gentleman. Comment Alors, FITEC, c'est un club sportif et culturel. Chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, d'ailleurs. Oui, c'est n'est-ce le pas, quand on premier parle club. Voilà. C'est le premier club au niveau de notre pôle, à Koléa, vu qu'il y a 4 écoles. Donc, c'est le premier. Il a été fondé le 3 novembre. 3 novembre 2024. Intéressant, Oui, comparé très aux récent. autres. C'est ça, Oui. la beauté de la On s'occupe de tout ce qui est culturel, dessin, théâtre et sportif. On fait des marathons, des compétitions au niveau de notre école, bien Vous sûr. en avez des marathoniens On a déjà fait Oui, des mara- compétitions. On n'a pas encore enchaîné des marathons, mais ça arrive. Ça va, ils ont le souffle, les étudiants? Ah oui, Oui. c'est ça le but du club, bien sûr. J'imagine. Ah oui. Donc voilà, pour créer un entourage sain, un entourage dynamique pour Voilà, nous, pour les étudiants, pour les ouais. étudiants. Voilà, créer une autre ambiance, Exactement. autre que les études, Bah oui, Voilà. autre que Parce que la les charge. étudiants, ils ont tendance à oublier le côté parascolaire. Oui. Ils se focusent surtout sur leur parcours académique. Effectivement. Alors qu'en fin de compte, si on ne joint pas les deux, il y aura une sorte de stress et on va sortir avec zéro valeur ajoutée de la fac, avec un diplôme qui ne va pas vraiment nous servir. Alors que justement, le club, il a été fait pour pouvoir nous aider dans le développement personnel, que ce soit le côté sportif, artistique et même le leadership. Ça nous apprend des valeurs telles que l'organisation, le travail, gérer le stress qui m'a retiré au début. C'est ça le but de FITEC. C'est très beau, hein. En Ouais. plus, j'imagine qu'il y a toujours des pépites comme ça qui peuvent, plutôt des petites compétences, des artistes qu'on peut découvrir, qu'eux-mêmes Voilà. ne savaient pas qu'ils Voilà, étaient voilà. artistes, hein, finalement. Donc ceux qui les hchmo, ceux qui n'osent même pas, montrer leur talent, qui n'osent même pas. Peut-être qu'ils ne savaient même pas qu'ils avaient des talents. Voilà, exactement. Et donc, ça leur permet, un oui, bel de espace montrer d'expression. ce qu'ils ont Et quand justement, même. je vais vous parler de ma propre expérience, si vous Oui, permettez. bien sûr. Anna, personnellement, j'ai passé mon enfance pensant que j'étais un enfant timide, qui ne pouvait pas affronter la discussion en public, prendre la parole avec des inconnus, c'était plus qu'un rêve. Ça veut dire que si on Exactement. s'était rencontrés il y a quelques temps de ça, tu m'aurais jamais parlé. Jamais de la vie, j'aurais accepté de venir هنا. Jamais. Justement, Eh ben, alhamdoulilah, qui marhaba دخلت FITEC, يعطيك الصحة. عندنا le théâtre. D'ailleurs, je remercie Chanez qui est l'organisatrice et Oui. c'est elle qui gère le Étudiante théâtre. comme vous. عندنا. Oui, oui. Voilà. Nous sommes tous des étudiants ici. Elle nous a poussé, elle a un caractère chouïa, elle nous force. Elle nous a forcé, ودخلتنا. J'ai fait mes premières scènes معها, j'ai vu qu'en fin de compte, j'étais à l'aise. Oui. J'arrivais à parler, justement, faire du théâtre, c'est encore plus difficile que de parler. D'ailleurs, les meilleurs orateurs au monde sont tous passés par le théâtre. hein. Exactement. Oui. N'est-ce pas? Ça Ouais, permet quand alhamdoulilah. même une très très belle Alhamdoulilah, ça expression. m'a changé et maintenant j'arrive, d'ailleurs je suis là. Eh ben, marhaba bik, on est Yatik très saha. très content justement que tous Voilà, en une ces fraction petits de- obstacles sont Des désamorcés. déclencheurs, ouais. Voilà, alors justement là, pendant que nous étions en train de parler, une affiche est passée, c'est l'affiche de votre prochain événement. Un événement, encore une fois, comme je le disais, c'est un pont finalement entre vous, étudiants, et le monde professionnel. Exact. Alors parlez-nous un petit peu de cet événement. Ok. Alors, Ibnovation, le nom Ibnovation, c'est un nom. Ibnovation. Ibn Innovation. Exactement, c'est un jeu de mots. Ibn pour Abdelhamid Moubadis, rahimahullah, et innovation. D'accord. Voilà, c'est un hommage à lui au 16 avril, Yom al-Ilm. On l'a Donc c'est un organisé. événement qui va être organisé le 16 avril. Exactement, le jeudi 16 avril, Inch'Allah, au centre culturel d'El Biar, la place Kennedy. Ah, vous allez carrément sortir de votre Exactement. oui. L'âme les du fêtes- cocon universitaire. Voilà, l'âme Oui, des oui, fêtes, on on a l'a fait. déjà- C'était ouais, voilà, la on première avait- édition. C'était un succès. Du coup, l'âme, on a décidé d'augmenter. Très bien. Voilà, alors c'est un hommage qui m'a dit Abdelhamid Ibn Badis et c'est un forum qui va relier les étudiants à des auteurs, des écrivains et des entrepreneurs. Ils vont leur faire des pitchs, des talks pour les motiver et ça va leur faire une source d'inspiration pour leur créativité. Voilà. Est-ce qu'il y a des thématiques particulières que vous avez choisies ou ça va être libre cours? Non, bien sûr que ça ne va pas être libre cours. Oui. Il y a toute une organisation. Déjà, il y a 2 parties. La première partie, il y a des gens qui ont des projets, des étudiants même, qui veulent présenter leurs projets, qui veulent parler de leurs projets. Qu'est-ce que tu entends dire par des projets, Sophia? Euh, Des projets de fin d'études ou des projets, non. des projets Non, professionnels des projets des professionnels. en parallèle de, Oui, leur, oui. de leurs études? Oui, en D'accord. parallèle de leurs études. Donc, c'est l'occasion pour eux,
pour avoir... L'occasion c'est une de se opportunité présenter. même de montrer, de tout montrer aux autres. Déjà, il y aura même des écrivains, il y aura même des entrepreneurs. Donc ça va faire une sorte de networking, c'est un échange. D'accord. C'est un échange entre les étudiants, les acteurs et même les entrepreneurs. D'accord. Alors, est-ce que par la suite, par exemple, s'il y a des projets qui vont intéresser, est-ce qu'il va y avoir des parrainages, est-ce qu'il va y avoir des accompagnements Justement. de la part de ces entrepreneurs ou de ces écrivains? Exactement, c'est pour ça qu'on a invité des entrepreneurs déjà l'ahqin, comme on dit. Ils pourront justement, comme vous avez dit, parrainer les jeunes entrepreneurs avec leurs idées brillantes parfois et même les aider à développer leur idée et peut-être même la réaliser et devenir une entreprise. Pourquoi Voilà. pas? Quel type de projet finalement les étudiants ont d'une manière générale? Oui, oui, c'est D'accord, très on va parler de Dinimac. Dinimac, Voilà, justement. on Dinimac, leur c'est- félicite. C'est une agence. C'est une agence de Petite voyage, agence de tourisme. voyage touristique. Ah, là, c'est du tourisme. Oui, c'est du D'accord. tourisme. C'est local. Créé par des Oui. jeunes étudiants. Ils HEC Oui, d'ailleurs. qui est Ils sont même معنا في le club. Oui. D'accord. Oui, donc voilà, ils ont fondé leur propre agence de voyage. Ils font des sorties, des sorties chaque 15 jours, chaque semaine. À Tikjda, Partout, plusieurs pour faire endroits. découvrir Voilà, l'Algérie. pour faire découvrir l'Algérie. Le côté du qu'on tourisme connaît pas local vraiment. qu'ils font. Oui, oui. Exactement, le côté Vous qu'on avez ne le connaît pas en tourisme fin de local. compte de notre pays. C'est magnifique. Vous avez Oui. déjà participé à ce genre de Oui, sortie? oui, oui. Et ça donne quoi? Ah, c'est très bien. magnifique. Ah, oui, Ah de oui. Sofia, il en dit long, hein? Non. Je suis déjà partie avec eux et c'était incroyable. Vous Je êtes leur partie où? remercie. De quel côté? C'était une forêt à Bougara, Blida. Blida, oui. Oui, c'était vraiment magnifique. On est parti en groupe, des étudiants, des jeunes. Avec, ils ont même des guides. Hein. C'est D'accord. des C'est guides. eux-mêmes les guides. C'est Ils- eux-mêmes les guides. Oui, ils sont bien Oui, oui. renseignés. Flo. Donc, Oui, oui. c'est un travail quand même colossal. Oui, qu'ils Oui, font, c'est oui. vrai, hein. l'organisation. Ils ne s'improvisent pas des agences, mais ils font un vrai travail Oui, de exact. Ça avance, Inch'Allah. On leur souhaite tout le bien. voilà, tout Oui, le tout bien le bien. et le courage pour continuer dans cette belle aventure. Très bien. D'autres projets aussi qui vont être proposés? Alors, il y aura quoi aussi? On n'a pas encore vu et décidé, je connais dit, je connais dit, mais ce genre de projet. Il y a des Voilà. étudiants qui font leur propre, qui créent leur propre petite entreprise ou start-up, donc ils vont tous venir. Ça sera ouvert pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est-à-dire toutes les autres universités ou que EHEC? Non, c'est que EHEC Que pour pour les l'instant. étudiants, Pour l'instant, que exactement. à EHEC. Voilà, D'accord. pour Oui. l'instant. Mais pour Pour les la- prochaines éditions, Inch'Allah, Voilà, on aimerait Inch'Allah. bien s'ouvrir et agrandir encore plus pour Oui. que ce soit le territoire national. Pourquoi pas? Alors là, justement, nous avons des photos qui défilent. Probablement, on va les commenter. Voilà. Alors, première photo. Alors ça, c'est voilà, notre président, notre ex-président, Abdel Hadi, et avec la présidente actuelle qui est justement à côté de lui, avec le badge. Voilà. D'accord. Ça, Et là, c'est un c'était événement. Innovation, l'édition de l'année passée, Ouais, la ouais. première D'accord. édition. C'était au niveau de l'auditorium. L'auditorium C'était de au niveau l'école. au niveau de EHEC, oui. EHEC. D'accord. Exactement. Et c'est les auteurs qu'on avait invités l'année passée. D'accord. Voilà, D'accord. c'était bien réussi. alhamdoulilah. Alors, des auteurs aussi jeunes que vous ou de tout âge? Alors, l'âme les fêtes, c'était des auteurs quand même d'un certain âge, mais Qui on ont a- quand même une expérience, qui ont un Exactement. recul, qui, Exactement. oui. pour les auteurs, on invite de toutes catégories. Had l'âme Sna, je ne sais pas c'est qui c'est. Oui, moi Ouais, aussi je sais j'ai pas, mais on a l'information. invité qui m'a l'année faite, il y avait Yasmine Khadra. Oui. Yasmine Khadra. Ah, quand même. Oui. Ah, d'accord. Ah, Elle rien est que ça. venue. Ah, quand même. Rien que ça. Allah يبارك, rien que ça. Barak, oui, Allah يبارك يعني. Moi, c'est Ahmed Oui. Ben Kamla, si vous connaissez. Oui, Kamla, et comment? Ouais. Et c'était trop bien, c'était... Ça nous fait plaisir de rencontrer des gens. Et après, c'est comme- encourageant, c'est une de source grands auteurs, de d'inspiration. grosses Oui. pointures comme ça qui viennent. Effectivement. Donc, Ça inspire les étudiants, ça, ça les motive. inspire, ça encourage. Aussi, ça reste quand même Oui. de grosses pointures en littérature. Hein, Et donc, justement, on les a fait un avoir- concours, excusez-moi, de poésie et Pas de de. souci. Justement, on a fait un concours de poésie et les étudiants ont postulé justement avec leur propre poésie. Et M. Ahmed Ben Kamla et les auteurs qu'on a invités, ils ont été jurys. Ils ont D'accord. désigné la gagnante. Ça va, ils n'ont pas été trop durs. Non, pas du tout. Ça va. Ils sont super. Ils Oui, n'ont je même pas les été salue trop d'ailleurs, durs. sinon- Super Parce qu'ils sont sympa. exigeants. Oui, Alors, après, c'est bien normal. sûr. Après, Ouais, c'est normal avec- quand C'est on leur revient au job, parcours. c'est leur travail. Voilà, quand on revient au parcours, très bien. Donc, c'est un rendez-vous que vous donnez le 16 avril. 16 avril, Inch'Allah. jeudi, Inch'Allah. Mais sinon, ça, c'est l'événement phare. Donc, il va Phare venir. de l'année. Mais vous avez d'autres événements. D'autres Alors, événements. parlez-nous un peu des Alors, autres événements que vous faites. L'événement prochain. L'événement, Parce- vas-y, Il va, vas-y. oui, il voilà. va être lundi prochain. Après-demain, justement. Le lundi 7. Ah, c'est 2 événements en une semaine, c'est comme ça. Oui, avec ça. On enchaîne, on Ouais. s'arrête pas. Alors,
Mais la chose qui me vient à l'esprit, c'est que vous arrivez quand même à faire un petit peu je vais vous dire la l'équilibre vérité. entre vos études et Oui, parce et que le vous n'êtes pas travail quand du même club. des études faciles. Hein. C'est un peu dur. C'est un peu dur. Surtout à gérer le temps. Oui. Nous, on n'a pas le temps. On n'a pas vraiment le temps. Et il y a aussi la charge, vu qu'on est des étudiants dans une école supérieure. prépa Donc, encore. on prépare. Il faut préparer toujours. Il faut être à jour. C'est pour ça que je vous dis comment vous faites pour concilier les deux. Eh bien, je vais vous dire un petit secret. Je suis même athlète. Je fais du handball. D'ailleurs, j'ai pas intégré Fitech juste comme ça. Je suis championne d'Algérie. D'ailleurs, je suis الله يبارك. ouais, handballeuse à HBCEB الله بيار. يبارك. نحيي الكلوب تاعي بيار ونحيي Mais tout tu le y monde. joues toujours. Enfin, cette l'année, Tu as levé un petit peu le pied. vu qu'on a un classement, on est en deuxième année prépa, on a un classement, on D'accord. doit se focus un peu sur nos Inch'Allah, études. يوفقكم. Inch'Allah, ya Rabbi. Mais voilà, on arrive toujours à trouver du temps pour notre club, pour notre école. On le fait par plaisir et par amour Oui. surtout. Et après, ça forge. Faut Oui, dire et que ça justement, forge beaucoup. c'est ça l'idée qu'on veut faire passer aux jeunes. Le club sportif, alhamdoulilah, on a eu la chance de grandir dans le monde du sport. Ça veut dire qu'on a toujours su équilibrer entre le sport, les entraînements, aller au lycée. Oui. Du coup, justement, le club Fitech, il est là pour aider les étudiants à Douma qui ils s'écartent entre la vie scolaire et parascolaire. Le sport, ça forge, ça aide la discipline, ça motive, on arrive à organiser notre travail et c'est ça la clé en fin de compte. En tout cas, on vous souhaite Oui. beaucoup de Merci succès. beaucoup. Bravo Avec encore ça. pour ce que vous Merci. faites. Donc, rendez-vous pris pour lundi. Lundi, oui. Après-demain, Après-demain, je c'est continue. ça. Oui. C'est Fitech Got Talent. Oui. C'est ça le nom de l'événement. Justement, ça va être une compétition artistique. On aura des chanteurs, nos talents justement du club. Cette fois, ça va être fermé. C'est juste les membres du club. Avec un jury professionnel. On a eu l'honneur, justement, on aura l'honneur de recevoir des chanteurs, des compositeurs, des qualifiés, Allah Ibarak, pour faire jury. Inch'Allah. Et justement, pour Enfin, décider du gagnant. c'est des jurys professionnels. Oui. Il y aura le chanteur Sami Aït Ça Qassi. être assez, oui. Oui. Il y aura le docteur, c'est un docteur, et en même temps étudiant, notre pôle, l'école de management, il s'appelle Yanis, c'est un violoniste. Allah يبارك. Oui, il est doué. Hein. Oui, Il est c'est très des doué. talents justement qui Ouais. ont besoin d'être. Voilà, il y aura ben. aussi la chanteuse. Une site asmante, on n'a aucune idée. En tout cas, il y aura une Il y aura pléiade voilà, d'artistes qui justement vont venir d'artistes professionnels. vous accompagner. Professionnels, oui, qui effectivement. vont trancher le gagnant. Il y aura même une récompense. Oui, un Il y aura prix. même une récompense pour ces gagnants. Et voilà. Inch'Allah. En tout cas, on vous souhaite une très belle voilà. réussite. Donc, Inch'Allah. rendez-vous pris Inch'Allah. pour lundi, Inch'Allah. Inch'Allah. L'autre rendez-vous, ce sera le 16 avril au niveau du Centre culturel Del d'Elière. Biar, exactement. En tout cas, ça a été un plaisir de partager ce plateau en votre compagnie, Merci Sophia et beaucoup. Marwan. Merci. Je vous souhaite très belle continuation Merci. à vous, à votre Merci. club. Merci. Et bon courage et bonne réussite pour vos Merci études. beaucoup, Merci madame. beaucoup. Et on Madame. continue. Et cette fois-ci, nous allons à la rencontre d'un collectionneur, mais aussi quelqu'un qui s'est redonné vie à certains objets. Il s'agit donc du collectionneur Al-Ksouri que notre ami Badia Amarni a rencontré. Dans ce portrait, on se retrouve juste après. Ces vieux objets peuvent paraître simples pour certains, anodins pour d'autres, mais sous les mains de Sid Ali, ils sont vite transformés en œuvres d'art, comme cet ancien saxophone qu'il a remis en l'état grâce à son imagination. J'adore tout ce qui est vieux, qui c'est quelque chose qui me remonte le temps, qui me donne beaucoup de joie. Donc à partir de ça, j'ai commencé à faire de la collection de postes radio, puis c'est venu comme ça, une idée de faire des lampes, parce que j'ai trouvé des lampes jetées, des bougeoirs jetés, des instruments de musique arrêtés, et puis ça m'a fait mal au cœur. Je me suis dit, autant les remettre en question, les remettre dans leur premier truc. Et j'ai pensé à la lumière. Et la lumière, c'est quelque chose de très important. Hein. Cet artiste né, ancien électronicien, donne un nouveau souffle à des objets qui ont traversé le temps et qui sont remis au goût du jour pour servir de décor. Très doué, il passe son temps dans son atelier à nettoyer, à démonter et à monter des objets et à façonner des pièces d'une beauté rare. C'est inné, c'est comme ça. C'est-à-dire que dès que je vois la chose, je la vois terminée. C'est ça qui est important. Parce que je ne fais pas de plan, je ne fais pas de stylo, je n'écris rien du tout, ni ordinateur, ni je commence la pièce, et au fur et à mesure,
on s'aide avec le Hadja, avec moi, on s'aide à donner des idées pour pouvoir sortir une chose qui va plaire aux gens. Parce que bon, il y a des pièces que je fais qui ne me plaisent pas à moi, mais qui plaisent beaucoup aux gens. Sid Ali porte cet amour pour l'art depuis son enfance, où il accompagnait son père bricoleur dans son atelier, qui lui a offert un marteau. Aujourd'hui, il subjugue tous ceux qui découvrent ces pièces d'art dans ses expositions en Algérie. Maintenant, je reviens sur les pièces de Qsbat. Bon, au début, je faisais beaucoup de pièces modernes, mais maintenant, j'essaie de Norh al-Torat. Par exemple, j'ai fait, je ne sais pas si vous avez vu ma page sur Instagram, j'ai une page Instagram, c'est El Ksouri Collect. Et puis là, j'ai fait un sif tergui avec un tabl, avec une terguia qui était derrière en lumière, qui a eu beaucoup de succès. Et voilà, j'essaie de rester maintenant dans le Torah. L'imagination de Sid Ali est débordante. Son ambition est d'exposer, pourquoi pas à l'étranger, où ses belles œuvres ornent déjà de nombreux foyers d'Algériens et même des étrangers. Et de retour sur le plateau, c'était donc une très très belle rencontre que Badia Amarni a fait donc avec un collectionneur, El Ksouri, qui lui redonne vie surtout à certains objets très insolites d'ailleurs, vous l'avez vu à travers ce portrait. Et cette fois-ci, nous allons aller du côté de France pour parler donc d'un événement qui va avoir lieu au niveau du centre culturel algérien en compagnie donc de Madame Hassina Sahraoui. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci, bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Je vais profiter pour vous dire bonne année, meilleurs vœux, Ramadan, t'as 10 ans. Merci à vous-même et à toute l'équipe et à Canal Algérie que j'aime beaucoup. Marhaba bik, Madame Sahraoui. Alors Madame Sahraoui, toujours aussi active sur terrain pour faire la promotion justement de tout ce qui touche l'Algérie, que ce soit culturel, que ce soit économique, que ce soit donc dans tous les domaines. L'Algérie a été tout le temps dans mon cœur, mais à 100% depuis que je suis née. Depuis toujours. Depuis toujours et je ne changerai jamais. Voilà. Et j'aime montrer ce que mon pays a, ce qu'il fait sur le plan surtout culturel, l'histoire, la mémoire. Parce qu'il y a une grande méconnaissance de l'autre côté de la Méditerranée. Et même notre diaspora, beaucoup ne connaissent pas. Justement, j'ai un autre événement, je ne peux pas encore en parler parce qu'il faut que ça soit définitivement accordé. Et on me dit, c'est vrai quand je leur parle de certains écrivains, de certaines traditions culturelles, c'est des Algériens qui sont formidables et qui maintenant ils ont compris que leur pays c'est très important. Et c'est ce que vous faites d'ailleurs, c'est une mission que vous vous êtes donnée, Madame Sahraoui, de faire la promotion au niveau de la diaspora. Tout à fait. Déjà, et puis on le voit, on voit quand même qu'il y a un retour très intéressant de la diaspora qui veulent investir ici en Algérie. Il y a un pont finalement qui a été créé. Et ça, c'est grâce au président, il faut dire la vérité. C'est vrai qu'on parlait un peu de la communauté algérienne à l'étranger, mais on n'a jamais autant parlé depuis qu'il y a le président Abdelmadjid Tebboune. Il y tient. Il connaît la diaspora, donc il sait les valeurs, les potentialités, les valeurs, les talents et tout ça, et que c'est vrai que maintenant l'histoire nous raconte que maintenant on se rend compte que même ceux qui sont nés là-bas et tout ça, ils sont toujours algériens, ils resteront algériens. Donc ils ont eu des difficultés aussi avec tout ce qui se passe entre les deux pays, et ils ont vraiment compris que finalement, il n'y a que l'Algérie et leur pays d'origine qui pourront les protéger, les aider. Et eux-mêmes, l'Algérie a besoin de ces gens-là. Il y a des gens vraiment extraordinaires, des talents sur le plan économique, sur le plan des créateurs, des gens qui ont envie vraiment d'investir dans leur pays. J'en connais plein et ça les intéresse énormément, sauf qu'il faut que quand même qu'il y ait un peu de souplesse sur le plan administration.
l'administratif, c'est un peu lourd. Quand on donne des instructions d'un certain niveau, il faut que derrière ça suit. Et souvent ça traîne, et c'est ça qui pose un petit peu les difficultés. Mais il ne faut pas baisser les bras. Effectivement, quand on aime beaucoup son pays, d'opportunités. on va jusqu'au bout, on se donne, surtout quand on fait des choses avec conviction, avec amour. Ça, c'est important. Et c'est ce que vous faites d'ailleurs sur terrain, Madame Sahraoui. Et cette fois-ci, c'est un rendez-vous que vous donnez justement à la diaspora, puisque vous allez faire une projection au niveau donc, du centre culturel algérien, une projection qui revient sur un parcours très très particulier d'un architecte, d'un urbaniste, d'un paysagiste. Enfin, c'est un artiste complet finalement. Mais tout à fait complet, extraordinaire. D'un certain niveau, reconnu mondialement sur le plan international. Et c'est quelqu'un de très discret, mais qui fait de très très belles choses. Et donc, moi, je suis fière. Je suis tout le temps fière quand un Algérien à l'étranger fait des choses magnifiques. Et donc, j'ai envie de porter ça, de montrer ça, même s'ils sont connus sur le plan international. Mais on n'est jamais assez, notre diaspora ne connaît jamais assez les gens. Et moi, malgré moi, moi c'est par rapport au magazine, tellement qu'il y a eu du succès en France de ce magazine, parce que c'est le premier magazine algérien qui a été créé en France, et je me suis battue, parce que personne nous a accompagnés, personne, ni ici ni là-bas. Et donc c'était vraiment par conviction, par passion, par l'amour du pays qu'on a fait ça. Et du coup, c'est les lecteurs qui m'ont poussé à organiser des choses. Et donc du coup, grâce à eux, j'avais donc l'association Les Amis de Salama, c'est pour ça qu'on les a appelés les Amis, parce qu'ils ont été fidèles jusqu'au bout et jusqu'à aujourd'hui. Et c'est comme ça que je me suis dit, je ne gagne absolument rien. Mes entrées sont libres. Même le centre culturel algérien, malgré qu'il a toujours été partenaire, tout ce qu'on veut, mais même pas de budget pour faire une collation ou quoi que ce soit. Donc je me donne, tout était de ma poche. Et je m'en fous parce que je me dis, c'est tellement beau de montrer tout ça. Et du coup, 2-3 fois par an, je fais un grand événement. Et j'essaye aussi de faire des échanges entre ici et là-bas. La diaspora qui peut venir ici aussi, qui a des choses à montrer. Et vice-versa, nous avons aussi des gens extraordinaires ici qui font des belles choses. Je viens d'entendre des jeunes et tout ça. J'ai trouvé magnifique. Et donc ces jeunes-là aussi, il faut leur donner une visibilité sur le plan international, qu'il y ait des échanges. Comme ça, il y a une connexion entre les Algériens dans le monde. Et ça, c'est magnifique. Et du coup, je me suis dit, c'est vrai qu'il est connu, M. Kamel Louafi, mais il fait tellement de très très belles choses que je me suis dit, il faut montrer ce qu'il fait à la diaspora là-bas, à Paris. Et du coup, on a décidé de faire cet événement pour montrer, donc c'est une projection de film documentaire sur ses travaux. Et surtout, vous avez vu, vous vous rendez compte, il a fait les jardins de Berlin. C'est devenu un lieu mondial, touristique. Tous les touristes du monde vont au jardin de Berlin. Les jardins de Berlin qui sont d'ailleurs inspirés de la culture musulmane, de la culture arabo-musulmane. Oui, tout est lié. Tout est lié. Et c'est des jardins islamiques. Donc, et ça, je dis, ça serait magnifique de faire aussi un jardin ici, le même, et ailleurs, partout. Il est sollicité. Et donc, d'ailleurs, il a même un projet qui est magnifique, magnifique, de grandiose, de haut niveau, qui s'appelle les pyramides. Et je pense il aimerait le faire ici en Algérie, il en a parlé. Il attend des réponses parce qu'il a été sollicité pour ce projet ailleurs à l'étranger et en France. Et moi, je me dis, c'est dommage. Il faut le faire en Algérie. Il faut que l'Algérie profite de ses talents, profite de ses spécialistes, de ces Algériens qui font de très belles choses. Et c'est une complémentarité entre les Algériens de l'étranger et les Algériens ici. Il faut qu'il y ait cette complicité, cette complémentarité. Et c'est avec ça qu'on avance et qu'on fait de belles choses. Et donc du coup, je me suis dit, il faut faire cette projection de film, qui est le réalisateur qui est Yann Trauneau, et donc c'est tout un
parcours, le travail, tout ce qu'il a fait. À travers le monde ou juste les jardins de Berlin? Non, un peu tous ses projets à travers le monde. Et ça s'appelle le vol du jardinier nomade. Oui. Déjà le titre, ça veut tout dire. Et, très révélateur, effectivement. Et après, il y a ses livres, parce qu'il a écrit pas mal de livres. Son éditeur, qui est d'ailleurs ici en Algérie et en Allemagne, il a un éditeur en Allemagne, ici en Algérie, qui est Akli Amirouche. D'ailleurs, il a un événement aujourd'hui, qui commence aujourd'hui sur le plan international. Et donc, il y a aussi, on va présenter aussi ses livres pour les faire connaître à la diaspora là-bas. Et ensuite, il y a aussi de la musique avec le oud, etc., pour que les gens s'imprègnent et rentrent dans l'ambiance de l'Algérie, des voilà, Algériens. donc finalement, vous allez J'ai recréer... même fait une collation avec des produits algériens. Il y a certains que je dois ramener d'ici et d'autres que je vais faire sur place. Alors vous allez recréer toute l'ambiance algérienne. Vous allez l'exporter finalement, toute cette ambiance algérienne. Il sera avec vous, Kamel Ouafi? Bien sûr, il viendra parce qu'il y a un débat avec le public. Voilà, c'était la question. Et on a même contacté les universités qui sont spécialistes de l'architecture. Et qui puissent, on leur a envoyé des invitations, on les a invités à venir. J'espère qu'il y aura des Algériens qui vont venir et qui vont donc rencontrer M. Kamel Ouafi et puis pouvoir poser des questions. Il faut qu'il y ait un débat entre l'auteur et le public. Ça, c'est important, qu'il y ait cet échange. Et puis, c'est comme ça qu'on apprend, qu'on découvre et qu'on avance. Et puis, il y a un échange d'idées, parce que reste quand même que Kamel Ouafi reste un génie, j'ai envie de dire, de l'urbanisme, du jardin. Et ça pourrait donc effectivement donner des idées, impacter, influencer probablement, tout à fait, des jeunes talents, des architectes. Les prochaines approches. Parce qu'on a pas mal d'étudiants de la diaspora et même d'ici qui sont là-bas, qui étudient. Donc, ça va les booster, ça va ils vont apprendre, ils vont découvrir et puis, comme vous dites, ça va leur donner des idées et pas n'importe quelle idée parce que ça serait magnifique de s'inspirer de son travail, etc. C'est comme ça que ça fait avancer les choses sur l'urbanisation, sur l'environnement, etc. Parce que c'est très important dans une ville. Il y a des jardins, qu'il y a des choses... c'est important. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a un véritable retour aux sources. Donc, à un moment donné, on s'est un petit peu perdu dans la modernité. C'est vrai. Et on a vu que la modernité, c'est bien, mais à un moment donné... Il faut qu'il y ait toujours une touche. Voilà. Il faut qu'il y ait toujours une touche. Il y a des éléments qui doivent faire partie qui nous appartiennent. Qui nous appartiennent en tant qu'être humain, déjà. Tout à fait. Voilà. Et c'est important parce que, vous voyez, maintenant, ça commence à bouger. Et moi, je suis vraiment fière... comme on disait, il y a même sur le plan de l'UNESCO, la reconnaissance comme la Blouza et tout ça. On est riche, on a tellement de choses extraordinaires, une richesse incroyable partout à travers le pays, que ce soit sur le plan patrimoine, musical, habillement, culinaire, tout ça. Il faut mettre ça en avant. Parce que moi, quand je voyage, parce que je voyage pas mal, qui chauffe même à l'autre côté de la Méditerranée, que parfois certains font un plateau de couscous, ça fait du boom partout, il y a des pubs partout et tout ça. Là, on est resté un peu en retrait. Et c'est dommage, non, on doit faire autant et même mieux, parce que nous avons beaucoup de choses et beaucoup de richesses à montrer, à faire connaître. D'abord pour nous, pour les Algériens qui ne sont pas parfois ceux qui sont nés à l'étranger, ils ne sont pas tellement au courant, il n'y a pas eu vraiment une transmission, et aussi pour l'étranger.
Parce que parfois, quand on lui fait découvrir, ah bon, il y a ça en Algérie, tout ça, ben oui, il n'y a pas que ça, moi je leur dis. Il n'y a pas que ça, effectivement, il n'y a pas que ça. Et on devrait être accompagné aussi. Parce que c'est vrai que quand il y a beaucoup d'associations, de personnes qui font des choses, qui ont envie de faire des... Moi, je connais une élue algérienne qui a une association culturelle, elle me dit, mon rêve, c'est d'ouvrir une boutique là où elle est élue et de ramener des produits algériens, de l'artisanat. Elle m'a demandé de l'aider, de lui montrer comment elle fait et tout ça. Je dis, il n'y a aucun souci. Je lui ai même parlé de l'exposition qui se fait chaque année à la SAFEX. Tu as les artisans, écoute, là, il faudra que tu viennes à telle date. C'est la foire de la production nationale. La production nationale. Et elle m'a dit, je veux présenter ça parce qu'il n'y a pas de raison que certains pays ont leur boutique, leurs produits présentés et tout. Et nous, on ne fait rien. Donc ça leur donne, ils commencent à bouger. Et puis moi je les aide, je les pousse, je les booste. Ils me voient bouger, faire des choses, ça leur plaît. Et donc c'est ces gens-là qu'il faut accompagner. Quand on fait un événement, c'est vrai qu'il faut que des représentants viennent de l'ambassade ou du consulat, assistent. Moi je ne les ai jamais vus. Et ça me désole, la vérité. Je ne les ai jamais vus. Même pas là où vous faites votre lieu, même le responsable du lieu, il n'est pas là pour voir ce qu'on fait. Alors ce sera un appel qu'on va appeler. Alors ce sera un appel qu'on va appeler. C'est une invitation. Voilà, on devrait encourager. Voilà, c'est important. Même psychologiquement, même ça donne, ça booste, ça donne encore envie d'aller plus loin. Ça reste un accompagnement, donc l'invitation est levée. Juste, Madame Sahraoui, on rappelle le rendez-vous, ça va se faire. Alors, ça va se faire donc le 9 avril au Centre culturel algérien à partir de 19h. Le centre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est au 173 rue de la Croix-Niver à Paris 15e. Et donc le programme, c'est donc la projection du film documentaire qui s'appelle Le vol du jardinier nomade. Ensuite, il y a un débat entre le public et l'auteur qui sera là lui-même, Kamel Louafi, plus son éditeur Akli Amirouche, et il y a un architecte qui va modérer tout ça, qui est aussi un très très grand architecte qui s'appelle Amar Lounès. Ensuite, il y a la vente dédicace des livres et une collation avec de la musique, avec le oud de Tahar Hanni. Voilà, donc rendez-vous pris le 9 avril. Madame Sahraoui, en tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir reçu. Madame Sahraoui, vous n'avez pas changé depuis. C'est vrai? Non. Et pourtant, vous êtes restée toujours aussi jeune. Il faut travailler, il faut bouger. Effectivement, voilà, c'est le secret. En tout cas, Madame Sahraoui, merci beaucoup. On vous retrouve très bientôt, Inch'Allah, pour d'autres événements aussi grandioses et promotionnels. Cet été, je croise les doigts parce que j'attends juste la confirmation définitive du ministère. Ah là, on est vraiment pressé. En tout cas, merci beaucoup, Madame Sahraoui. Et on continue. Cette fois-ci, nous allons aller du côté de Mascara pour découvrir la musique andalouse. La musique andalouse, hein, voilà, du côté de Mascara. Très rapidement, parce qu'on arrive à la fin. Allez-y. Justement, le prochain événement qu'on fait cet été au mois de juin, on a prévu la musique andalouse. Eh ben voilà. Du côté de Mascara, il y a de la belle musique andalouse. C'est Hamid Rebouh. Donc, qui s'y intéresse dans ce reportage, on va se retrouver pour la dernière station de cette matinée en compagnie de Amina Ziri. À tout de suite. El Haouzi, Sanaa et le Malouf sont des genres musicaux algériens héritiers de la musique arabo-andalouse. L'association El Merdiria des musiques andalouses et chabi de Mascara œuvre pour la sauvegarde de ce patrimoine artistique séculaire. Avec un répertoire prolifique, cette association a su mettre en valeur les grandes classiques de la chanson andalouse, dans ses 3 variantes régionales de l'ouest, du centre et de l'est algérien. L'association porte le nom du grand artiste Ben Ali Mardir, parolier et compositeur. De grands noms de la musique algérienne ont chanté ses paroles et entonné ses mélodies
à l'image d'Ahmed Wahbi et Blaoui Lahouari. L'association a été créée en 2002 et on a pris le départ parce qu'à Mascara, il n'y avait pas de jour de musique andalouse. On a consulté des chouha, Ahmed Serri, بزاف شيوخ بزاف on a pris une connaissance مع سي عبد الكريم هنا دكتور عبد الكريم اللي راهي هو اللي لاق في الجوق et on a commencé à former des jeunes. احنا دايرين une école هنا de 8 ans c'est un maximum 7 ans 8 ans تبدا la formation حتى نكونوا des classes. Créée par des amateurs de la chanson andalouse de Mascara, cette association fait de la formation sa principale préoccupation et compte aujourd'hui une cinquantaine d'élèves. Agrémentée de belles variations modales et rythmiques, les voix présentes et étoffées des sopranos et des ténors ont entonné la salle de la Maison de la Culture. La formation a été continuelle et sans arrêt, ce qui nous a permis d'apprendre le fan andalousi et aussi de le partager avec les jeunes issus de la ville, des environs de Mascara. Cette formation, elle a commencé, elle ne cesse de... Elle est toujours en cours, elle nous a permis d'apprendre le fan andalousi et par conséquent de participer aux différentes manifestations culturelles dans le domaine de la musique andalouse, que ce soit le Festival national de la musique andalouse d'Alger, ainsi que le Festival national de la musique Malouf et du Rernati. Et c'est-à-dire, ça a porté ses fruits. La preuve en est qu'on a obtenu plusieurs prix et presque on peut dire dans les trois festivals des trois écoles. Dans une atmosphère empreinte de convivialité, on a apprécié le travail académique auquel se livre régulièrement cette association, qui au-delà de son riche répertoire des grandes écoles, perpétue l'élan formateur de Ben Ali Merdir, qui a veillé durant toute sa vie à la pérennité de la musique andalouse. Et de retour sur le plateau, c'était donc une virée du côté de Mascara pour découvrir donc une association qui fait la promotion de la musique andalouse. Et après, donc un bon café s'impose autour de Qahwat Al-Asr, n'est-ce pas, Mina? Bonjour Mina, Sharaki. لاباس ما عليكش؟ Ça va. Alors, à la Constantinoise. À la Constantinoise. On va aller à Constantine à aujourd'hui. Constantine, donc une petite visite, une petite balade matinale à Constantine. Alors matinale de l'après-midi. Hein. Exactement. Ce sera matinale de l'après-midi. La ville des rêves, cette très belle ville algérienne, c'est la capitale, Sirta, la capitale de la Numidie. Et j'ai l'honneur, on a tous l'honneur de recevoir une dame, une femme exceptionnelle, une belle femme, Allah Ibarak Aliha, l'une des gardiennes de notre patrimoine culturel. Avant de la présenter, je voulais juste te poser une question, Nolgouda. Bien sûr. Est-ce que tu sens ces saveurs? Je sens. Ces odeurs? Tu sais, je vais te dire, en faisant le sommaire ce matin avec Ahmed Gariga Hassan, je t'assure, je t'assure qu'en disant Qahwat Al-Asr, la première chose que j'ai eue dans mon nez, c'est le thé.
C'est le thé. C'est l'odeur du thé à la menthe, parce que ma grand-mère, Allah yarhamha, c'est sacré. C'est sacré, c'est sacré et tous autour de la table. Hein. Donc autant le déjeuner ma'lish, mais le qahwat al-asr, c'est tout le monde qui doit être là. Et on ne faisait pas le café, mais on faisait le thé. On appelle ça qahwat al-asr, mais on faisait le thé. Donc les saveurs de Malouard, مقطر par الحراير de Constantine. وحدة منهم elle est avec nous, il s'agit de Aïcha. Bonjour Aïcha. Bonjour Amina, merci. ما علياش الحمد لله. وسنين دايمة. كل عام وانتي بخير. تعيدوا وتزيدوا ان شاء الله. يعيشك سافا؟ كل الأمة الإسلامية ان شاء الله. ان شاء الله بإذن الله. على بالي نتخاكفوا، ça va mieux? Ça va, alhamdoulilah. Je suis entourée par deux anges qui m'accompagnent. Toutes les femmes de Bonjour d'Algérie, c'est des anges. Oui. Et vous en faites partie aujourd'hui. C'est gentil, Nolhoda, merci. Donc Aïcha, les pharmaciennes de formation, a trouvé un lien entre la pharmacie et tout ce qui est l'art culinaire algérien, notamment les gâteaux. Et on aimerait bien savoir, Aïcha, quel est ce lien qui unit deux mondes si différents, n'est-ce pas, Nolhoda? Oui et non, j'ai l'impression. Parce qu'être pharmacienne, c'est aussi très minutieux, c'est des doses particulières. C'est la même réponse. Ah oui, ben voilà. Donc déjà, en pâtisserie, on utilise le mot laboratoire. Et en pharmacie, le laboratoire, c'est l'endroit où on prépare, on confectionne nos pommades, nos sirops, nos médicaments. Et la pâtisserie, c'est un monde qui m'a toujours passionnée par ma grand-mère, Rabbi yarhamha, et dont on lui a donné le nom de notre boutique. Atiqa, Rabbi yarhamha Mami. Et donc, il y a beaucoup de normes à respecter, surtout les normes d'hygiène. Et là, mes collègues qui c'est qui parle? C'est la pharmacienne ou la pâtissière finalement? C'est la pharmacienne qui porte sa blouse blanche, mais qui a le cœur. Voilà, le cœur. En karakou pour aujourd'hui, pour honorer mes hôtes, qui est Amina et Nolhoda. Et merci pour l'invitation une deuxième fois. Charge Sony, que vous m'avez choisi surtout pour aujourd'hui. Surtout que Canal Algérie, c'est une chaîne qui existe depuis très très longtemps. Exactement. Et qui a accueilli des gens de qualité, Allah Ibarak. Et qui est suivi dans le monde entier. Partout, et surtout la diaspora Sana. Exactement. Moi, je salue Nadia et sa maman Nassera, mon amie Nassera. Grâce à elle, j'ai connu Aïcha, qui est devenue aussi une amie. Donc, on vit toujours cette atmosphère festive, العيد الصغير. les Algériens ولات عندهم عاده هذا يعرض هذا مور العيد. Donc وين ندخلوا نلقاو لي تابل غارني de belles gâteaux algériens. Et donc Aïcha, elle a ramené ces belles gâteaux typiquement constantinoises. Et donc puisqu'on parle on parle de qahwat al-asr. Donc, elle nous a préparé qa'da spéciale qahwat al-asr en plein matin. N'est-ce pas? Un petit décalage de quelques heures qui ne peut faire que du bien. Mais moi, ce qui m'attire dans la présentation Aïcha, c'est la dinanderie, qui est, d'ailleurs, la ville de Constantine est très très reconnue, Benhas, très reconnue justement par les dinandiers, et c'est une tradition qui toujours, qui existe toujours jusqu'à présent. Et comme je leur dis, nos mains n'ont pas juste étudié. Et on me dit que le plateau, c'est un patrimoine familial. Oui, il existe. C'est ce qu'on vient de me dire. Oui, c'est un objet qui a minimum plus de 100 ans. Minimum. Il est dans ce bel état après beaucoup d'efforts. C'est-à-dire génération après génération, on l'a toujours ciré. والشاطره هي اللي كما قلتي بالقسنطينيه شكون اللي تبرقوا مليح. شكون اللي تبرق مليح السنه, elle aura une récompense. On a été élevés dans cette culture. Ma grand-mère nous faisait des petits challenges. Ce qu'on a dit تبرق مليح نحاس, elle aura un petit cadeau, un petit présent. Génial. Donc voilà, c'est génial. Plus ça brille, ça nous fait rappeler
nous fait envoyer. Génial. Puisqu'on parle de Qahwat al-Asr, donc je tiens à donner une petite idée sur Qahwat al-Asr. C'est un rituel, c'est une tradition très très ancienne qu'on a héritée, on a quand même qui s'est transmis de génération en génération. Et c'est un rituel, donc c'est Qada, où on se retrouve chaque après-midi, chaque fin de journée, autour d'un snack bien garni de gâteaux traditionnels, et on discute de différents sujets qui intéressent la population, la société. Et عندك حكاية كبيرة, une belle histoire avec Qahwat al-Asr, n'est-ce pas? Ah oui, Qahwat al-Asr fait partie de ma mémoire enfant, parce que ma grand-mère, c'était une femme qui travaillait. Donc, elle travaillait à l'hôpital de Constantine, elle était chef de service, donc elle avait beaucoup de responsabilités. Mais l'après-midi, quand elle rentrait, elle allait directement faire sa prière, l'Asr, et se préparer à recevoir ses amis. L'après-midi, chacune, il y avait des femmes au foyer, il y avait des femmes qui travaillaient, et chacune d'elles venait à la maison avec quelque chose à la main. Et ce n'était pas juste des gâteaux. Donc, elles continuaient leur rituel de travail. Le travail était sacré chez nous. En Algérie, le travail, il était jusqu'à présent idolé. Et donc, une de ses amies commençait à tricoter, l'autre elle ramenait son bouquin, le crochet, et ça dépendait des saisons. Le mejboud surtout. Le mejboud aussi. Donc il y avait le cherchoura qu'on préparait, et donc elles se rassemblaient, toutes ses copines autour du ciné, et chacune avec son activité passait hadik Qahwat al-Asr. Donc Qahwat al-Asr n'était pas juste une dégustation, c'était toujours une transmission du patrimoine algérien. C'est une scène de vie à part entière. C'est ça, c'est ça. Donc nous, quand on était jeunes, on avait 4-5 ans, on est baigné dans cette culture. On voit la grand-mère, elle travaillait, mais elle vient l'après-midi, elle prépare les gâteaux. Ses amis tricotaient, l'autre, elle faisait la charchoura. Donc on peut pas négliger cette partie de l'histoire qui... Constantine, quand on parle de Constantine, on parle de Melouf et on parle de tradition. Exactement. Donc on essaye, Inch'Allah, de garder et de porter ce flambeau, Inch'Allah. Dans ces conditions que Aïcha s'est retrouvée dans ce domaine de gâteaux et oui, oui. Eh ben, j'ai été toujours baignée dans la culture des gâteaux, parce que ma grand-mère, quand j'ouvrais son armoire, ça sentait l'eau de rose, ça sentait le macarotte, parce qu'elle cachait les gâteaux au fond de l'armoire, parce qu'on était gourmands, et donc ça embaumait la chambre quand on ouvrait l'armoire, et c'est ça qui a fait que, à côté de la pharmacie, je suis passionnée par les gâteaux, parce que j'ai mis ma petite touche dans chaque gâteau par le mélange des eaux florales. Quelle est cette touche? C'est le mélange des eaux florales. Certes, il y a des normes dans chaque gâteau constantinois. Par Des exemple, normes, c'est la pharmacie. oui. Oui. Ça prend le dessus. Oui. Ça prend le dessus, comme Tamit Sellouz, comme on peut le voir. Tamit Sellouz, c'est le gâteau premium à Constantine. C'est, on va dire, premium comme le Fénid à Alger, et ça ressemble à l'Hrissa. Quand les Algérois goûtent Tamit Sellouz, ils disent ah c'est l'Hrissa, mais ils disent non, mais c'est différent. Donc elle ressemble au Fénid concernant le protocole de préparation. Ça prend beaucoup de temps. Exactement. Et c'est un gâteau premium parce qu'on doit choisir la meilleure amande qui est cuite dans de l'eau de rose. Donc vous imaginez l'amande qui va cuire pendant des heures. Elle va s'imprégner de toutes les odeurs. C'est ça. Et c'est ça qui rend son goût assez spécial. Et Tamit Sellouz, elle est faite à base d'amandes, d'eau de rose, de lait entier et de beurre. Il faut que le beurre soit de meilleure qualité, sinon on ne pourra pas... On parle de beurre, pas de margarine. Du tout, du tout. Il faut du beurre. Oui. Surtout pour les gâteaux traditionnels. Peut-être le côté pharmacien, il va... Une petite modification, non. Avec Tamit Sellouz, vraiment, il faut que le beurre soit de la meilleure qualité.
et qui soit pauvre en eau parce que l'eau elle va aplatir le gâteau et on va perdre cet effet de tametelos. Et elle est très prisée. On a mis quelques pétales de rose pour faire rappeler, comme à nos clients à la boutique, leur faire rappeler qu'elle est faite d'eau de rose. Voilà, voilà. Et donc, Nourhouda, comme d'hab, donc tu vas goûter le maqrout al-koucha. Je n'ai jamais réussi. Donc tu vas goûter et nous c'est donner toujours comme ça avec Amina. Tes impressions. Mais il est très très beau en tout cas. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Aïcha elle garde le gâteau tel qu'il est. Il n'y a pas de modernisation comme on le voit aujourd'hui dans les gâteaux. Oui, surtout à Constantine. Certes, c'est une ville, on va dire, très conservatrice. Et surtout les gâteaux. On essaie vraiment de perpétuer les traditions sans modification. On essaie vraiment d'éviter beaucoup de pâte à sucre et de feuilles d'or. Moi-même, je suis contre la feuille d'or qu'on utilise dans les gâteaux. Là, c'est la pharmacienne qui parle. Oui. Parce que là, c'est un véritable fléau pour la santé. Pour la santé. On ne peut pas ingérer un métal et demander au corps après comment l'éliminer parce que... Je crois pour la feuille d'or, tout le monde est contre. Ah oui, alhamdoulilah. Il y a eu quand même une campagne de sensibilisation par rapport à l'utilisation de la feuille d'or. Oui, alhamdoulilah. Certes, il y a certaines couleurs, mais vraiment, à Constantine, c'est les gâteaux traditionnels parce qu'on ne va pas oublier un passage très important, que Constantine a été le carrefour de plusieurs civilisations. Oui. Donc, il y a eu les civilisations, avant tout Constantine et numide. On ne va pas oublier ce passage. Constantine est avant tout berbère. Elle a été la capitale de la Numidie, anciennement appelée Sirta par Massinissa. Et c'est là que le gâteau comme le maqroud et ka'k al-warqa, nous avons deux ka'k à Constantine. On a ka'k al-naqash comme le ka'k al-bjawi, voilà. Et on a le maqroud, donc tout ce qui est à base de dattes, c'est maghrébin. C'est maghrébin. Et on a tout ce qui est à base d'amandes, ça a été ramené par les Andalous. Donc lors de la chute d'Andalousie, quand ils sont descendus pour trouver refuge au Maghreb, ils avaient choisi Constantine principalement. Il y avait d'autres villes bien sûr. Donc ils nous ont ramené des recettes à base d'amandes. Mais l'avantage, on va dire, des Algériens, on a cette intelligence et cette adaptation. Donc ils ont adopté certes le gâteau, mais ils l'ont amélioré. C'est ça qui est magique chez nous, alhamdoulilah. Donc ils ont ramené certes ce gâteau à base d'amandes et il a été modifié dans deux grandes villes. À Constantine, à l'est, ça a donné corne de gazelle, gandarzel, et à Alger, c'est tchalek. Et donc les goûts sont différents. Certes, c'est à base d'amandes les deux, mais corne de gazelle, c'est très fin. La pâte, elle est très fine. Vous allez goûter, Inch'Allah, tout à l'heure. Et tchalek, la pâte, elle est un petit peu sablée, légèrement sablée. Donc, et on a la baklawa. البقلاوة qui est au centre du المقروض parce que المقروض هو السنية هو السيد السني كما نعيطوا له حنا في الشرق. وحنا كيفاش نقولوا له؟ السني؟ Non, المقروض. المقروض. سلطان الميدة. Voilà. Je cherchais l'expression. Sultan al-Maïda. Oui, احنا نعيطوا له السيد الميدة. Et Alger, c'est Sultan al-Maïda. Oui, Sultan al-Maïda. Voilà, donc ça se voit que vraiment le maqroud fait partie du patrimoine algérien vu l'Ahiberk, les palmeraies. Donc le maqroud, c'est algérien. Après même la semoule, parce qu'il est fait quand même à base de semoule. Et la semoule, on sait très bien que ça a quand même des racines numides. Parce qu'il y a eu des découvertes archéologiques qui ont montré qu'il y avait de la semence déjà depuis plusieurs millénaires. Oui, et l'Algérie était le grenier de l'Europe. Oui. Voilà, donc on exportait le blé lors, à la période des Numides, Juba et Massinissa. Et donc concernant la baklawa, donc qui est au centre parce que c'est la reine, certes, elle a... Les bellouz, bien sûr. Oui, c'est vrai, il y a un certain débat sur ça. Il y a un certain débat sur ça, vu son travail. Elle est très difficile à réaliser, donc on aime bien que
que ce travail soit plus imprégné avec des noix et des amandes. Après, il faut dire ce qu'il en est. Autant nous sommes très indulgents avec les autres gâteaux, autant le baklawa s'impose d'elle-même. D'elle-même, oui. Voilà. Oui. Autant les autres gâteaux, on peut se permettre des modifications, utiliser autre chose. Mais le baklawa, on n'ose pas. On n'ose pas. Elle est comme ça. Elle est comme ça. Elle est belle, elle est gracieuse avec ses couches superposées. Et l'avantage, c'est que certes, les Ottomans, ils ont apporté leur petite touche parce que baklawa, elle a des origines ottomanes, mais cette forme et ce goût est typiquement algérien. On ne le retrouve pas en Turquie. C'est typiquement, voilà. Donc, oui. Moi j'ai passé mon temps à admirer son sourire, sa beauté, sa tenue algérienne. Et ce que j'ai aimé dans le Houda, c'est que le makarot, il a été classé par Test Atlas récemment. Il a eu la première place. Et puis le makarot algézaïri, ما نلقاوهش في جهة أخرى. Alors il y a le makarot, il y a le makarot Loz aussi qui a été classé. Exactement. Le Ghrebiya aussi qui a été classé. Et aussi le Gréouch يا جماعة. Le Gréouch. جماعة اللي ما نهضروش عليه بزاف aussi, il a été classé. Donc c'est des gâteaux typiquement algériens. Ils se sont propagés un petit peu partout, mais c'est des gâteaux algériens. Voilà. 100% algériens. Alors rien que pour vous, Aïcha, on vous offre cette chanson avec laquelle on va terminer notre émission. C'est la régie qui vous l'a dédiée, donc c'est le Malouf, donc interprété par le regretté Fergani. Voilà. En tout cas, Aïcha, ça a été un plaisir de vous avoir compté parmi nous. Très très belle réussite pour tout ce que vous faites. Amina, c'est toujours un plaisir. La maman de Aïcha qui nous regarde, qui est là, qui vous a donné un très grand coup de main. Donc moi, je l'embrasse très très fort. Elle est magnifique, sa maman. Merci beaucoup, Amina. On se retrouve très bientôt, Inch'Allah. Voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est toujours un plaisir de vous accompagner durant le week-end. Amal Almi vous retrouvera dès demain à partir de 8h pour ma part. Ce sera le week-end prochain. Excellente semaine à tous. Au revoir. في الدجى يخطف الابصار الى على مطار